Stader, donc je représente l'URPS médecin. Et d'abord pour défendre Hervé contre la perfide ARS, les urgences du Gers sont aussi régulées. C'est pour ça qu'on a une diminution des entrées aux urgences. On a commencé tôt. Vraiment, on a commencé tôt parce qu'on avait des difficultés. Donc, nous les régulateurs de soins programmés, on régule les entrées aux urgences. Donc, ça a aussi influencé cet été-là. Donc, vraiment, merci à l'ORU de remettre en perspective avec des vrais chiffres ce que nous ressentons, nous, les médecins libéraux. Et finalement, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas parce que les médecins généralistes ne sont pas là le week-end, parce qu'ils sont tous en week-end, qu'il y a plus de monde aux urgences. Le jour le plus important aux urgences, c'est le lundi, quand les généralistes sont dans leur cabinet. Et ce qu'on remarque vraiment, c'est que plus on habite proche des urgences, et tant qu'elles sont ouvertes, plus on s'en sert et plus on consomme des soins. Donc c'est véritablement ce qu'on perçoit quand on est, comme certains nombre d'entre nous, avec les deux casquettes, et c'est vraiment très important. Et une dernière remarque avant de commencer mon entretien, c'est est-ce que l'APL, c'est véritablement le nombre potentiel de consultations accessibles ou c'est véritablement ce qui est consommé? Et donc là, il y a un petit biais, je le dis pour l'ARS, avec ces chiffres-là, c'est ce qui est consommé. Il y a des endroits où il y a forcément une offre de soins importante, il y a un nombre de consultations important et qui va potentiellement diminuer quand l'offre va diminuer. Donc cet appel, on doit pouvoir aussi en discuter. Donc moi, la question qu'on m'a posée, c'est de savoir est-ce qu'il y a vraiment une influence de la médecine générale dans le recours aux urgences? Donc j'ai voulu remettre dans la perspective, simplement 5% des passages aux urgences sont influencés par la médecine générale, ça rend humble, et ça représente 22% des patients adressés. Bon, c'est pas négligeable, mais c'est loin d'être l'essentiel de votre vie de médecin urgentiste. Donc je veux bien qu'on en parle, mais c'est assez peu finalement. Mais ce qui me paraît important, c'est que c'est plus pertinent. Quand un patient est adressé par son médecin généraliste, il y a 4 fois plus de vraies urgences, CMU 4 et 5, et il y a 3 fois plus d'entrées. C'est-à-dire qu'il y a 3 fois plus de gens qui finalement rentrent aux urgences et vont passer la nuit au moins dans un service hospitalier que quand ils viennent par eux-mêmes. Donc c'est finalement un faible nombre, mais c'est assez pertinent. Alors, on m'a demandé de parler de la médecine générale. Donc, la médecine générale, dans l'esprit commun, c'était le médecin généraliste secteur 1 libéral. Moi, aujourd'hui, vous savez que le monde évolue. Et est-ce que c'est vraiment un médecin libéral? Est-ce que c'est vraiment un médecin salarié? Vous avez un certain nombre de nos instances qui essayent, ou salariés, dans le département du Gers dont je suis originaire, mais aussi la région Occitanie. Donc, vous allez avoir de plus en plus d'interlocuteurs qui sont des médecins généralistes de soins primaires, mais qui sont salariés. Est-ce que ce sont des médecins traitants, des médecins de famille, des gens qui s'occupent au long cours des gens sur un parcours de vie, ou ils vont être adressés après une téléconsultation de cabinet, ou une téléconsultation organisée sur le territoire de la CPTS? Parce que tout ça, finalement, va modifier un petit peu la façon dont le patient va être adressé et pour la raison pour laquelle il va être adressé. On parle des centres médicaux de soins non programmés, qui semblent améliorer un petit peu les choses. On voit apparaître dans notre région un grand nombre de centres médicaux de soins immédiats, où on retrouve cette immédiateté qui était présente jusqu'à présent aux urgences en disant « je viens, on me prend ». Alors j'ai mis la téléconsultation Medadom, parce que vous allez voir que ça pollue un petit peu l'organisation des soins sur le territoire. Un certain nombre d'entreprises à but lucratif qui payent les médecins libéraux ou pas d'ailleurs, avec des grandes sommes d'argent pour faire une médecine de qualité très dégradée, avec un recours aux urgences mais aussi aux examens complémentaires importants. Donc il faudra qu'on se pose la question, et dans les années à venir, qu'on soit capable de dire, mais quand c'est adressé par un téléconsultant X, ça donne tel résultat, quand c'est envoyé par le médecin de famille, ça donne tel résultat. La question aussi, c'est le médecin généraliste, est-ce que c'est quelqu'un qui a son dossier médical avec accès au DMP, avec mon espace santé, qui a une synthèse de son dossier, ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait du one-shot, je te prends, je t'envoie, et en fait, de la façon dont on imagine le travail aujourd'hui, d'hier, d'aujourd'hui et de demain, eh bien ça modifie peut-être le parcours de soins des patients.
Alors on parle du nouveau pour les urgences. Ben oui, moi les urgentistes améliorent leur formation. Les DES d'urgence d'aujourd'hui sont très loin de ma capacité de médecine d'urgence. Les médecins généralistes d'aujourd'hui viendront aux urgences après avoir fait une échoscopie, viendront peut-être avoir fait une micro-CRP ou un biodébrouillage en interne au sein de la CPTS, peut-être après une téléexpertise, parce que maintenant sur nos logiciels à grand prix, on arrive à avoir des téléexpertises plus ou moins rapidement avec des systèmes, d'ailleurs avec des médecins du CHU parfois, mais donc on va arriver à quelque chose de peut-être un peu plus étoffé pour sortir du je vous envoie pour altération de l'état général du vendredi soir. Pourquoi il y a des choses quand même qui seront immuables et comment on peut faire pour améliorer ce rapport entre les généralistes et les urgentistes? C'est que, comme vous, médecins urgentistes, la question qu'on se pose, c'est quel est le rapport bénéfice-risque de le faire passer aux urgences, de lui faire passer N heures sur un brancard, N heures avec une surveillance toute relative, ou de le laisser à domicile. Quel est le domicile, dans quel état sont les aidants? Et oui, le vendredi soir, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous, mes chers amis urgentistes, mais c'est compliqué aussi pour nous quand... moi, je dis à mes patients, ce week-end, je suis de garde, il ne va rien vous arriver. Parce que quand je suis de garde, mes patients, ils ne m'appellent pas. Puis quand je ne suis pas de garde, ils disent, on a été obligé de voir notre médecin, vous n'étiez pas là. Enfin, bon. Il n'empêche que le vendredi, quand je ne suis pas de garde et qu'il est 17h, bien sûr, j'ai l'appel, mais je l'ai eu vendredi dernier, pour la patiente enceinte de 8 mois avec une TSH à 5. Voilà, c'est toujours ça. Et ce n'était pas ma patiente, mais son gynéco était absent. Mais c'est toujours la problématique. Et comme je ne suis pas là le lendemain parce que je suis dans une autre activité, ça me met la pression et donc j'essaye de voir comment je peux organiser les choses. Donc c'est aussi parce qu'on sera capable de mieux organiser les soins non programmés, les soirées et les nuits. Je vous parle de 18-22, je vous parle de la façon dont on organise les soins non programmés le samedi matin avec le SAS qui va se mettre en place. Mais effectivement, cette réflexion, elle est là parce que comment on fait pour organiser dans les 48 heures? Si je sais comment ça va se passer, je peux tenir jusqu'à demain ou jusqu'à après-demain parce que on va voir l'infirmière, j'y repasserai. Mais si je sais pas, je vais pas encore me flamiguer un week-end avec mon compagnon ou ma compagne. Et donc c'est cette question-là. Et donc c'est cette organisation globale qui peut faire qu'on peut améliorer les choses. Donc je suis là rapidement pour dire comment faire pour améliorer les choses, mais il faut qu'on communique, il faut qu'on soit là, il faut qu'on ait des bons outils. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est je l'envoie pas, je vais appeler mon copain urgentiste, c'est Pierre, je le connais, mais l'autre je le connais pas, il vient de Toulouse, et comment il va me recevoir? Non mais oui, elle est là cette réflexion. Quand on a là, parce qu'on veut avoir la bonne personne, mais pas l'embêter. Et donc la question c'est, est-ce que je t'appelle? Est-ce que tu es en train d'intuber quelqu'un? Je vais t'appeler pour mon patient qui a sa douleur fossiliaque depuis 2 jours. Et on n'est pas dans le grave, on n'est pas dans l'AMU, mais on est dans quelque chose qui est un peu difficile. Comment on fait? Est-ce qu'on va passer par le téléphone? Est-ce qu'on va t'importuner? Est-ce qu'on va passer avec le SAS? Puisque ça se met en place plus ou moins. Quelle va être la pratique de l'opérateur de soins non programmés? Est-ce que vous allez être capable de pouvoir lire le mail sécurisé? Est-ce qu'avec mon logiciel, je vais pouvoir envoyer directement ma feuille d'observation directement en urgence en posant la bonne question? Quelles sont les bonnes informations? Si je fais une lettre de 3 lignes avec les antécédents depuis 20 ans, l'hospitalité, ça va vous noyer, pardon. Et puis il faut essayer d'être un peu concis, pas comme maintenant. Et se poser la question aussi, que devient le courrier d'adressage? Parce que de temps en temps, ce courrier se perd. Et finalement, on se rend compte que le collègue urgentiste, il n'a pas eu la bonne information. Il n'a pas eu l'antécédent de phlébite de la maman qui a été hospitalisée il y a 15 ans, mais qui peut-être va modifier la respiration un peu gênante du jeune sportif de haut niveau qui est arrivé aujourd'hui. Pourquoi c'est important de communiquer? Parce que, en tant que médecin généraliste traitant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de préparer l'après-urgence. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'avis du copain urgentiste compétent, qui a des outils, mais c'est de savoir comment on le récupère après. Parce qu'on sait très bien que plusieurs heures sur un brancard dans des mauvaises conditions, ça peut altérer et ça peut abîmer plus que l'intérêt d'avoir une bonne troponine ou d'avoir. C'est aussi de se poser la question avec nos internes, pourquoi tu l'envoies? Qu'est-ce que tu crains? Quel est ton raisonnement qui te permet de dire, est-ce que tu peux répondre à cette question? Tu réponds à cette question, oui, non, je le récupère. Une fois qu'on m'a enlevé les urgences vraies, je peux le récupérer.
être capable aussi de dire, est-ce que j'ai simplement besoin de mise à l'abri, hein? Est-ce que j'ai un problème de... Parce que dans la vie, c'est ça aussi parfois. Hein. Parfois, la situation est tellement complexe au niveau social que le seul endroit où on pourra éventuellement avoir une solution qu'il soit humaine et éthique, c'est le service d'urgence. Et c'est dommage. Mais il n'empêche que pouvoir dire les choses, se dire les choses, facilement ou pas facilement, c'est important, et se poser la question de l'aval. L'aval de ce week-end, l'aval, je peux le reprendre lundi, on va se débrouiller pour le prendre. Donc voilà ce que je voulais donc, considérer. Enlever les fantasmes, et ça, merci encore Hervé d'avoir remis un petit peu de l'ordre dans les représentations, et se dire que plus on arrivera à communiquer, et meilleure seront la capacité de chacun d'entre nous, au bénéfice des patients, d'avoir des bonnes qualités de suivi, mais aussi un suivi et une vie après les urgences. Je vous remercie.